Napoléon n'est pas né à Paris. J'imagine que je ne vous apprends rien en énonçant cette vérité. On n'a jamais pu considérer Napoléon comme un Parisien. Et de fait, il découvre la capitale assez tard. Il ne pourra véritablement s'y plonger que lorsqu'il devient sous-officier et qu'il entre à l'école militaire pour une année entière. Mais même après ce moment, il lui faudra des années avant de revenir s'installer et de vivre durablement à Paris et d'y inscrire sa carrière. Pourtant, cette carrière qui va le mener jusqu'à l'Empire commence véritablement à Paris, sur les marches de l'église Saint-Roch, que vous découvrez ici à droite, sur cette gravure, qui représente les événements du 13 Vendémiaire, plus exactement du 5 octobre 1795. À ce moment, Bonaparte va être chargé de réprimer l'insurrection des royalistes et décide d'utiliser ses troupes pour tirer sur la foule. 300 morts à peu près seront relevés après ce moment, mais surtout, pour Bonaparte, c'est la preuve qu'il parvient à donner au pouvoir en place qu'il est prêt à le soutenir juste dans ses dernières extrémités. C'est aussi un moment où Bonaparte commence à découvrir la dangerosité d'un peuple qui se révolte. Cela complète en bonne partie l'image qu'il avait eue lorsqu'il avait assisté à l'invasion des Tuileries par le peuple et au massacre des gardes suisses de la garde royale. Il en gardera une inquiétude constante envers le peuple de Paris et ses soubresauts. 4 ans plus tard, à nouveau revenu à Paris, il va définitivement instaurer le début d'une carrière politique grâce à ce coup d'État du 18 Brumaire, qui vous est montré ici bien des années après, avec déjà l'instauration d'une certaine légende. C'est ce moment où, à nouveau, il décide d'utiliser la force pour l'emporter sur les assemblées en place dans le gouvernement. Après ces deux événements, il est à la tête d'une capitale historique, d'une capitale révolutionnaire, et toute sa question va longtemps être de savoir s'il tient à en faire la capitale du consulat, puis surtout de l'empire qu'il finit de créer. Et il semble que pendant des années, il est plutôt pensé à choisir Lyon pour devenir la capitale de la France. Il faut dire qu'au fur et à mesure des conquêtes, des rattachements, le centre de cet empire qui est en train de se créer serait beaucoup plus naturel à Lyon qu'à Paris. Pourtant, finalement, l'histoire, les habitudes, l'enracinement du pouvoir dans la capitale historique des rois de France va l'emporter sur ses volontés de changement complet. Et désormais, c'est donc à Paris qu'il décide de s'investir pour en faire non pas seulement la capitale de la France, mais la capitale de l'Empire qui se crée, de cet empire des 130 départements que vous voyez ici sur cette carte, qui s'étendent à l'Italie, à une partie de la Suisse, aux Pays-Bas, à la Belgique, même à une partie de l'Espagne. Cet empire qu'il imagine universel. Dans ses rêves les plus fous, en tout cas, il emploiera le mot d'empire universel par la suite. Et c'est donc dans ce cadre d'un renouvellement du pouvoir à l'échelle européenne qu'il décide de faire de Paris une capitale moderne, une capitale digne de cette nouvelle construction politique. Il faut dire qu'il a pour lui une occurrence qui n'avait jamais existé jusque-là, à savoir que, à travers les destructions, et en particulier, comme vous le voyez ici, d'édifices religieux, de couvents, mais aussi à travers les expulsions, à travers la saisie des biens des immigrés, 12% de la propriété parisienne a été saisie par l'État. C'est beaucoup plus que tout ce dont ont disposé les rois de France jusque-là pour essayer de faire profiter Paris de grands plans d'urbanisme. Et c'est cette opportunité qui va lui permettre de lancer des projets destinés à rénover entièrement, à repenser
la capitale de l'Empire français. Un renouvellement, il le souhaite dans la durée. Et voilà pourquoi il y a cette phrase extraordinaire à la fin de son règne: si la ville de Paris avait employé à des constructions durables tout l'argent dépensé depuis 10 siècles en construction de planches et de toiles peintes pour fêter ses rois, Paris serait une merveille digne des temps fabuleux. Partout où mon règne a passé, il a laissé des traces durables de ses bienfaits. Vous voyez là la volonté de s'inscrire dans la durée d'une nouvelle dynastie qu'il est en train de créer. Pour modifier en profondeur Paris, il va d'abord se pencher sur tous les grands projets qui avaient déjà été initiés, qui étaient parfois juste dans les cartons, parfois déjà en cours de réalisation. Et le premier de tout cela, c'est l'achèvement du projet d'aménagement du musée du Louvre à l'intérieur du palais des rois de France. Vous le voyez ici, dans ce projet d'aménagement qui date des années juste avant le lancement de l'Empire, l'idée de cette grande galerie qui reliait les Tuileries au Louvre historique, qui deviendrait un lieu d'exposition, de peinture, de sculpture, d'éducation, de copie, comme on le voit ici, va être au cœur de sa façon de repenser le Louvre tout entier. Il faut dire que le Louvre lui-même avait réussi à ouvrir en pleine Révolution, en novembre 1793, comme le musée prévu depuis 1787, depuis le règne de Louis XVI. Et il va enfin réussir à en faire ce musée en le dégageant de tous les autres éléments qui parasitaient cette fonction qu'il veut première désormais au palais. Il le dit très vite: le Louvre ne sera jamais une habitation commode. Je le regarde comme un palais de parade dans lequel il faut réunir tout ce que l'on a de richesse en objets d'art et de science, comme statues, bronzes, tableaux, bibliothèques, archives, médailles. C'est donc à nouveau, pour un empire universel, l'idée d'un musée qui serait lui-même universel. Et pour ce faire, il redonne à ses architectes l'idée de reprendre les plans de grands dessins, comme on l'appelait depuis Henri IV, qui permet de donner au Louvre cette homogénéité, cette grandeur qui non seulement unit le palais d'origine à travers la grande galerie qui mène jusqu'aux Tuileries, mais en créant des cours successives, quitte à raser une bonne partie des quartiers de Paris qui, au nord du Louvre, occupaient encore l'espace jusque-là. Voilà donc le plan approuvé en 1810, celui de Percier et Fontaine, les deux grands architectes du règne de Napoléon. Et ce projet ne sera jamais réalisé dans sa totalité, mais va voir un commencement de réalisation. Et pendant tout le règne de Napoléon, on voit les travaux de construction des escaliers, de rénovation, une fois qu'on en a chassé les artistes, les squatteurs, les institutions considérées désormais comme parasites. Eh bien, ces travaux vont faire du Louvre en même temps un musée et ce palais de parade que souhaite l'empereur. Voilà donc certainement la première grande réalisation, celle d'un musée à l'échelle de l'Europe. Et pour que ce musée soit à l'échelle de l'Europe, on va profiter des campagnes à l'étranger pour y rapatrier les œuvres les plus importantes qui ont été saisies au fur et à mesure des guerres et des campagnes militaires. Vous voyez ici l'entrée triomphale des monuments des sciences et arts en France et la fête organisée à ce sujet. C'est ce moment où des œuvres majeures, on le voit ici au centre, j'en reparlerai un peu tout à l'heure, ces 4 chevaux de bronze qui viennent de Venise et qui vont entrer au Louvre peu de temps après. Et l'œuvre la plus emblématique de tout cet ensemble de saisies, c'est évidemment les Noces de Cana de Véronèse. Cette toile absolument gigantesque saisie à Venise et qui va devoir être séparée en 7 morceaux
pour être amenée jusqu'à Paris, ce qui explique qu'à la chute de l'Empire, on n'ait pas souhaité à nouveau la déplacer. Elle avait été tellement abîmée, fragilisée par ce premier transport, qu'on a préféré à ce moment-là eh bien, la laisser à Paris en échange d'autres œuvres, essentiellement de Poussin, qui vont être envoyées à Venise en échange. Mais voilà les quelques éléments qui marquent la transformation du Louvre en ce musée d'un empire à l'échelle européenne, d'un empire universel.